Bonjour les amis et bienvenue dans cette séquence vidéo dans laquelle je vais vous présenter en primeur les corrigés de concours d'action en première année du cycle préparatoire de l'ENSA. Alors, on va commencer ensemble et c'est l'occasion pour ceux et celles qui ont passé leur concours, c'est le 17 juillet, de comparer les résultats qu'ils ont trouvés avec les miens. Alors, la première question, une condition nécessaire, pas forcément suffisante pour réussir le concours de l'INSA est avoir répondu correctement à tous les QCM, avoir au plus 25% de réponses fausses, avoir au moins 50% de réponses correctes, ou bien avoir passé le concours. Alors, puisqu'il s'agit d'une condition nécessaire, alors on s'arrête sur ce point pour dire que c'est la bonne réponse, est bien D, c'est-à-dire avoir passé le concours. Et je vous laisse réfléchir. Deuxième question, le 17 juillet 2021, jour de concours de l'ENSA, il est un samedi. Quel est le jour de la semaine? Sera le 29 février 2024. Alors, il y a beaucoup de méthodes, puisque la méthode n'est pas demandée ou bien la rédaction n'est pas sollicitée dans ce type de concours. Alors, je vous propose la méthode suivante. Je vous laisse voir, vous pouvez arrêter la vidéo pour comprendre pour les futurs candidats, mais pour les autres qui ont déjà répondu, alors on va suivre un algorithme pour trouver 4, ça veut dire un jeudi. Question suivante, le nombre de diviseurs de n est bien A ou bien B ou bien C. Alors, puisque ce n'est pas visible, parce que je viens juste de cliquer le sujet depuis l'Internet, et donc, quand même, je vais vous donner la méthode générale pour trouver ces nombres de diviseurs. Et donc, voilà l'exemple. Alors, on commence par écrire un nombre, on décompose le facteur de nombre premier, puis le nombre de diviseurs, on ajoute avec une puissance plus 1. Et bien évidemment, l'astuce est également de décomposer 72 et 162 en facteurs de nombre premier. Voilà donc la décomposition. Je vous laisse vérifier pour ceux qui viennent d'avoir les résultats précis, parce que ce n'est pas visible ces puissances. Et donc, vous pouvez faire, en respectant cette méthode, pour trouver la bonne réponse. Question suivante, soit x, y, deux réels non nuls. L'un est l'inverse de l'autre, tel que la somme du carré de leur somme avec la somme de leur carré égale à 10. Le carré du nombre x vaut. Alors, il faut bien lire cette phrase et la traduire en texte mathématique, bien évidemment. C'est ce que je vais faire. Regardez, c'est la somme, le carré de la somme plus le carré de somme égale à 10. Et puis l'autre est le premier, l'inverse de l'autre. On va faire, il s'agit bien d'une simple équation pour trouver enfin que c'est 2 plus racine de 3 ou t moins 2 racine de 3. Donc, la bonne réponse est bien A. Question suivante. Alors, le produit de k égale à 0 jusqu'à 8, je suppose, avec un racine énième de 5, ce n'est pas visible cette puissance. Alors, je vais de même vous proposer juste la méthode et à vous de vérifier. Alors, j'ai pris cet exemple, 2 à la puissance k. Et donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais trouver qu'il s'agit d'une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Et voilà, donc l'idée, attention, puisqu'on nous demande de trouver un signe de l'ordre 8, et il vaut mieux donc diviser par 8 le dénominateur pour trouver ceci. Question suivante, quelle est la limite de 3 à la puissance n exponentielle de moins 3n? Alors, ce que je vous propose, c'est d'écrire 3 à la puissance n sous la forme d'exponentielle 3 ln de n. Et puis, attention à ce que cette quantité elle est strictement négative. ln de 3 est strictement inférieure à 3. Mais vous allez me dire, mais la calculatrice elle est strictement interdite. Comment je peux savoir? Alors, l'exemple, c'est que on sait que ln de e égale à 1, et E, c'est à peu près 2,71, et
le ln elle est croissante en fonction, donc on peut bien en déduire que ln de 3 est strictement inférieur à 3. Donc, bref, la limite est bien 0 puisque la limite de x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Question suivante. En remarquant que pour tout n, le nombre de ce nombre il est un entier pair, oui, c'est correct parce que vous pouvez par exemple prendre n égale à 1, n égale à 2, vous allez faire des simplifications, ce qui donne toujours un nombre pair. Hein. Mais le problème dans ce cas-là, c'est que aucune des questions n'est pas la bonne réponse. J'ai passé un bon moment de temps pour chercher. Oui, il s'agit bien d'une forme indéterminée. J'ai même tracé la fonction. Je ne sais pas ce que c'est demandé. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, elle est aussi entre moins 1 et 1. C'est aussi la fonction. Donc, est-ce que dans les conditions, ils ont précisé qu'il ne pourrait y avoir aucune réponse? Donc, voilà donc ce que je propose. Pour la question suivante, c'est une des classiques. Alors, on va procéder par un changement de la variable. Faisant petit t égale à x moins pi sur 6. Quand x tend vers pi sur 6, alors t égale tend vers 0. Un simple calcul que vous avez déjà fait à la première année baccalauréat série sciences mathématiques pour trouver que c'est 2. Question suivante, quelle est la limite? Bien évidemment, il s'agit d'une forme indéterminée. Alors, ce n'est pas du tout compliqué. On va trouver que c'est l'exponentielle ln de x sur ln de 3x. Je vais la décomposer, puis factoriser par ln de x. Et finalement, la bonne réponse est bien E. Question suivante, soit f une fonction périodique, telle que la limite f de x existe. Est-ce que cette fonction est strictement croissante, décroissante, nulle, et ou bien c'est une constante non nulle? Alors, on vient de voir à l'instant que les fonctions qui sont périodiques ne se stabilisent pas pour une valeur donnée, donc ils n'ont pas de limite en général. C'est l'un des résultats classiques. Voilà la démonstration. Alors, supposons qu'il existe que notre fonction tend vers un certain L, mais de fait qu'il n'est pas constant, par exemple, on va trouver A et B tel que f de A est différent de f de B, et on va passer les deux membres de cette égalité vers l'infini, on va trouver la même valeur pour deux valeurs qui sont différentes, donc c'est une contradiction. Et par suite, la fonction n'est pas constante. Donc, la bonne réponse est la dernière qui correspond à f n'est pas, qui correspond à f est une constante non nulle, D. Pour la question suivante, on se donne une fonction définie par x carré plus x à la puissance 3, je pense, cosinus 1 sur x, f', la valeur de f' de 0. Alors, il s'agit bien de calculer la limite de f de x moins f de 0 quand x tend vers 0 sur x moins 0. Donc, regardez, on va trouver ceci. On va procéder par un changement de la variable. Composant t égale à 1 sur x, quand x tend vers 0, t tend vers plus l'infini, mais on va quand même utiliser les critères de convergence et en profiter de la présence de 1 sur t carré pour déduire que f' de 0 égale à 1. Pour la question suivante, on va procéder de même. On a déjà f' de 0 égale à 1. Et donc, on va calculer f' de x. Et on va calculer la limite f' de x moins f' de 0 sur x moins 0, sauf que cette fois-ci, la bonne réponse, c'est f n'est pas deux fois dérivable en 0 parce qu'on va trouver le sinus et on sait que le sinus n'admet pas de limite au voisinage de plus l'infini puisque c'est une fonction qui est non constante et qui est périodique, depuis périodique. Quelle est l'aire de la région délimitée par la courbe d'équation y égale cosinus ln de x et les deux droites d'équation x égale e pi demi et e à la puissance 1. Alors, il s'agit bien d'un calcul d'une intégrale. Alors, j'ai remplacé le 1 par x facteur de 1 sur x, et 1 sur x, c'est ln' de x, et finalement, c'est sinus ln' de x et de x. Je vais utiliser une intégration par partie.
Et je vais noter le J, c'est l'intégrale avec les mêmes bornes de sinus ln de x. Regardez. Et puis, je vais le calculer pour une deuxième fois pour trouver enfin I plus J, J moins I. Il s'agit bien d'un système à deux inconnus, hein, facile à résoudre pour trouver que I égale à moins n demi, E à la puissance I plus exponentielle I demi. Et je ne pense pas, malheureusement, je ne trouve pas ce résultat parmi les items proposés. Bizarrement. Question 14, soit f une fonction continue sur un intervalle 0 alpha, tel que f de x est différent de moins 1, pour pouvoir écrire, avoir un dénominateur non nul, une intégrale bien définie, et on a une condition supplémentaire, à savoir f de x, f de alpha moins x égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais procéder par un changement de la variable. Regardez, posons petit t égale à alpha moins x. Et donc, cette intégrale i, on va trouver que c'est f de t 1 plus f de t d de t. Finalement, c'est 2i égale à alpha, i égale à alpha demi. Donc, arrêtez la vidéo si vous n'avez pas pu comprendre et la refaire tout doucement. Sinon, comparez ce résultat avec le mien. Question suivante, f de x égale l'exponentielle moins x sinus de x. Quelle est la dérivée d'ordre de 4? Alors, c'est une question calculatoire. Donc, f' de x égale à ceci. Il s'agit bien d'un produit, attention. Et puis, l'exponentielle de moins x, sa dérivée, c'est moins l'exponentielle de moins x. Donc, on va encore une fois profiter des simplifications pour trouver enfin que la dérivée d'ordre 4 est bien moins 4 f de x. On nous demande de calculer l'intégrale de cette fonction, savoir moins l'exponentielle de moins x sinus de x. Alors, on va procéder par partie et je vais noter cette intégrale par j. Et du fait que j égale à i, hein, par une intégration par partie, je vais trouver que 2i égale à moins l'exponentielle moins pi plus 1. Finalement, le i égale à 1 demi, 1 moins l'exponentielle moins pi. Question 17, soit eu la solution de l'équation à variable complexe suivante, alors réel de la solution, forme imaginaire égale à... Alors, de fait qu'on a une expression entre parenthèses non homogène, qui contient z et z bar, on va procéder classiquement par poser z égale à x plus y, avec x la partie réelle, y la partie imaginaire, puis je vais remplacer dans l'équation pour comparer ou bien faire l'égalité d'un nombre complexe. La partie imaginaire égale la partie imaginaire, la partie réelle égale la partie réelle, et trouver les valeurs de x, y. Je vais trouver d'une part x égale à 1, y égale à 2, donc leur produit est bien 2, donc la bonne réponse est bien la question suivante, c'est la même chose, puisqu'on a une équation non homogène, je vais poser z égale à x plus y. Alors, après un petit calcul fait, hein, ce calcul va me donner que le réel de Z1 sur Z2 est moins 5 sur 7. Arrêtez la vidéo si vous ne comprenez pas, puis comparez les résultats. Question 19. Quelle est la partie réelle de nombre Z à la puissance moins 3 avec Z égale cosinus de carré de θ plus cosinus de θ cosinus de θ? Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais factoriser par cosinus de θ. Et donc, ça va simplifier l'expression, puis passer à la puissance moins 3 pour déduire finalement que la partie réelle est bien cosinus de 3θ sur cosinus de la puissance 3 de θ. Dernière question, le nombre cosinus de 5θ égale. Alors, pour répondre à ces questions, je vous conseille parfois de remplacer, prendre une bonne valeur, par exemple pi sur 3, et d'une part calculer sa valeur ici, puis calculer sa valeur dans les propositions pour pouvoir en déduire. Sinon, vous pouvez utiliser la formule de Moivre également pour faciliter vos calculs. Donc, regardez, la bonne réponse, c'est celle qui contient moins 10 plus 1. Voilà, donc j'espère que vous avez pu répondre à plus des questions. Je vous souhaite très bonne chance et à la prochaine.